Alors, est-ce que tu te considères comme quelqu'un en termes d'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, l'investissement, tout ça? Alors, le terme entrepreneur, enfin, le mot entrepreneur en termes financiers, c'est quelque chose que je déteste. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais je suis auto-entrepreneur. D'accord. Et est-ce que tu te considères comme quelqu'un de chanceux? Non. Ok, donc on va voir qu'avec dans cette histoire, tu peux être entrepreneur à succès et chanceux, mais pas forcément très mal. D'accord. Donc je vais te parler d'un gars qui s'appelle Timothy Dexter. D'accord. Timothy Dexter, il est né en 1747, dans le Massachusetts. Et il naît dans une famille pauvre, en fait. Mais lui, son délire, c'est la moula. Son objectif, c'est il veut être riche, il veut être connu, il veut tout le package. Donc il travaille dans les champs, à 8 ans, il est dans les champs. À 16 ans, il se fait embaucher dans une tannerie. Et donc il commence à gagner de l'argent, mais c'est pas encore assez, tu vois. Il veut plus. Et à 22 ans, il rencontre une riche veuve, qui a 10 ans de plus que lui. Et il l'épouse. Donc là, c'est top. Là, il y a le flouze, il y a le pèse, il y a les petits billets verts, là, tout ça, c'est cool. Et donc là, il se marie avec cette meuf qui s'appelle Elise Frothingham, tu vois, déjà le nom est Elizabeth Frothingham. Et donc avec l'argent de sa femme, il achète un manoir, parce que lui, il veut être riche, mais il veut pas être riche juste pour avoir de l'argent, il veut qu'on le reconnaisse, tu vois, il veut la... voit qu'il est riche. C'est ça. Bah qu'est-ce que tu fais quand tu veux être reconnu comme étant riche, comme étant quelqu'un qui fait partie de la haute société? Et bah tu fais comme les autres gens de la haute société, hein, tu les imites, pour que petit à petit tu t'intègres à leur cercle social, etc. Arrive la guerre d'indépendance des États-Unis. L'armée des États-Unis, elle est payée avec des dollars continentaux, donc les dollars américains. Simplement, ces dollars-là, ils n'ont aucune valeur. Le gouvernement les émet, ils impriment les billets, sur promesse qu'à la fin de la guerre, quand ils auront gagné la guerre, là ça aura de la valeur, et du coup là ce sera la vraie monnaie, donc là ce sera Byzance. Mais rien ne garantit qu'ils vont gagner la guerre. Et donc, les riches américains, les riches propriétaires, pour soutenir l'effort de guerre, achètent des dollars continentaux avec des vrais sous britanniques, des livres britanniques, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Notre ami Timothy, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Ils sont en train d'investir. Ils sont trop malins, je vais faire comme eux. Il investit toute sa fortune, il achète pour des centaines et des milliers de dollars continentaux, et tous les autres gens qui ont des thunes aux alentours de la ville de Newbury où il habite, le regardent avec des yeux sacomes, en se demandant, mais il est suicidaire ce mec. Déjà qu'il l'aimait pas trop parce que c'est un parvenu et qu'il ne fait pas partie de leur société et tout, et là ils se disent, mais il est complètement con. Et ils ont raison, parce que ce gars-là, en fait, il est à moitié analphabète, il est très fixé dans son idée, on va faire des investissements, machin et tout, mais bon, voilà, il est pas très malin. Donc il investit tout ça dans des dollars continentaux, coup de bol, les États-Unis gagnent la guerre. Et alors là, retour sur investissement, mais alors stratosphérique, le mec, il s'est fait un cul, mais alors en or, avec les toilettes en diamant, quoi. Donc ouais, lui, le truc, en fait, c'est que il veut se faire bien voir. Et donc, il commence à demander des conseils en investissement aux autres gens qui ont de l'argent. Et sauf que ces gens-là l'ont quand même assez mauvaise, que lui, il se soit fait mais des couilles en or sur un coup de bol, tu vois. Eux, ils ont mis 2000 balles dans la machine, histoire de faire bonne figure, mais lui, il a tout mis, c'était complètement suicidaire, il a misé toutes ses économies sur que le PSG allait gagner la Ligue des Champions, et ils ont gagné, tu vois. Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, il commence à lui donner des mauvais conseils. Et à lui dire, mais si, carrément, tu devrais... Alors tu sais qu'aux Caraïbes, ils ont vachement besoin de bouillotte.
pour les, tu sais, les grosses bouillottes en métal, là, tu vois, les gros trucs avec les chauffe-lits, là, tu vois. Donc, c'est une espèce de grosse casserole, en fait, avec un manche. Hein. Tu mets des charbons dedans, tu fous ça dans le lit, et puis hop, ça chauffe le lit. Drap, Et donc, il dit, mais si, carrément, ils en ont vachement besoin et tout, vas-y. Donc lui, ni une ni deux, avec sa fortune, il achète 2 bateaux, il achète tout le stock de bouillotte qu'il peut trouver, et il envoie tout ça direction les Caraïbes. Qu'est-ce qui se passe en arrivant? Les gars, effectivement, les bouillottes, ils en ont pas trop besoin, tu vois. Mais ils se rendent compte que quand tu prends la bouillotte, que t'enlèves le couvercle, ça fait des super louches pour tourner les molasses pour la canne à sucre. Ils dévalisent le stock, le mec rentre, profit, mais alors c'est parti, c'est Terre-Mars et l'aller-retour. Donc le gars va voir ses potes, merci les gars, merci, super conseil, c'était génial, merci beaucoup, franchement, vous m'avez refait quoi. Et les gars se regardent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils lui disent, ah ouais, ok, ouais, bon, alors faut qu'on trouve un autre stratagème, tu vois, mais enfin, jusqu'à où est-ce qu'on peut aller, tu vois, pour lui faire gober un truc. Ah ouais, non, mais tu sais qu'aux Antilles, la mode c'est vachement d'avoir des gants bien épais, des grosses moufles, quoi. Ah ouais, t'es sûr? Ah si, carrément, hein, carrément. Ni une ni deux, c'est parti, le gars achète tous les stocks de moufles des environs, il les fout sur ses bateaux, il les renvoie aux Antilles. Entre-temps, les bateaux, sur le chemin, ils croisent un navire marchand qui part en Sibérie. Et les gars, ils font, vous avez des gants? Ah, nous, on a besoin de gants. Ah bon, on achète tout. Ok. Les bateaux rentrent chargés, tu vois, avec des billets, des pièces d'or, tout ce que tu veux. Le mec, franchement, là, il y a compte en Suisse et puis Luxembourg, les Caïmans, tout. Hein. Et alors là, les gars en face se disent, mais comment c'est pas possible? Bon, ok, les Antilles, on arrête. De toute façon, là, ça ne marche pas. On va prendre une autre cible. Alors, ils lui disent, alors à Newcastle, en Angleterre, ils ont vachement besoin de charbon. Et alors, la blague, c'est que vendre du charbon à Newcastle, c'est un proverbe à cette époque-là qui veut dire faire un truc totalement inutile. Parce que Newcastle, à cette époque-là, c'est la capitale mondiale de la production de charbon. Et le gars, il fait, ah ouais, non, bah de toute façon, vous m'avez super bien fait, super bien mis les 2 dernières fois, je vous suis, y a pas de souci. Ni une ni deux, il achète plein de charbon, les bateaux, c'est parti, direction l'Angleterre, ils traversent l'Atlantique. Ils arrivent pile poil en plein milieu d'un mouvement de grève des mineurs de charbon. Le stock est dévalisé, mais avec une marge, mais alors immense évidemment. Il se fait des couilles en or encore une fois. Et en face, les gars ne comprennent pas comment ce mec peut à chaque fois tomber. C'est incroyable. Il y a d'autres aventures comme ça, d'autres qui lui font croire qu'il faut envoyer des bibles, je sais plus, en Afrique ou un truc comme ça. Résultat, il tombe sur d'autres marchands qui, eux, sont des missionnaires et partent en Asie. Ils achètent toutes les bibles. Il y a une autre fois où ils lui disent, tu sais que dans les Caraïbes, le chat c'est un animal très prisé, il n'y en a pas du tout et ils aiment beaucoup les chats, alors du coup lui il prend tous les chats errants qu'il trouve et il les fout sur ses bateaux, il les envoie aux Caraïbes. Les mecs sont mais alors refaits parce qu'ils avaient un problème de souris et de rats qui bouffaient les récoltes. Résultat, ils introduisent des chats, en 2 semaines le problème de souris et de peste est réglé, de plus de nuisibles. Mais... Pas dans nuisible. Non, justement. Allez, vas-y, voilà. Donc voilà. À chaque fois, c'est le coup de bol, le truc qui tombe, alors que les autres ne font que essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. De lui donner le pire conseil. C'est ce qu'on peut imaginer comme truc vraiment de merde. C'est exactement ça, quoi. Et donc, il va se faire une fortune, mais alors gigantesque. Et puis, il sait pas comment la dépenser, en fait. Tu vois, lui, il est très dans le performatif, il faut que ça se voit. Donc, il va commencer à faire construire des statues dans son jardin. Alors, de Napoléon, de Thomas Jefferson et de lui. Donc, il a dans son manoir, voilà, il y a une 40aine de statues en bois, tu vois. Pareil, au début, quand il commence à devenir riche, il se dit, je vais me lancer en politique. La politique, ça c'est bien, les gens riches, ils font de la politique, moi je vais faire de la politique. Mais sauf qu'il est con, et personne ne veut de lui.
Et alors, à force de demander, mais si, vas-y, t'aurais pas une petite place pour moi et tout, mais vas-y, non mais t'as bien mis ton neveu là, tenter le bureau, machin, et moi tu peux pas me trouver un truc, il essaye de se faire élire, ça marche pas forcément. Pour le calmer, il lui donne un poste officiel. C'est le seul mec qui ait jamais obtenu ce poste en Amérique, partout en fait. Hein. Il est responsable officiel du recensement des cerfs. Dans quelle partie des États-Unis déjà? Dans le Massachusetts. Il n'y a pas un cerf à des kilomètres à l'arbre. Et lui... Et du coup, il est responsable dans l'État ou il est responsable sur le les comté? États-Unis? Non, sur le comté, sur le truc local, tu vois. Mais lui, il prend le truc méga au sérieux, donc il va faire ses petites rondes avec son petit calepin pour recenser les activités des cerfs dans la région. Il n'y en a pas, mais lui, il prend des notes. Mais alors... Jour 1, rien. Jour 2, rien. J'ai remarqué des signes suspects. Peut-être c'est un cerf. Je ne sais pas. Je vais continuer à enquêter. J'ai trouvé des crottes, mais je sais pas à quoi s'en sortent des crottes. Peut-être est-ce un chien, mais c'est sûrement un cerf. Évidemment, sa relation avec sa femme, je dis évidemment, mais parce que ça va avec le personnage, il s'entend pas du tout avec sa femme. Et du coup, quand il y a des gens qui viennent chez lui le voir, il fait semblant qu'elle est morte. Il leur dit « Ah, ma femme est décédée ». Et quand elle descend les escaliers, « Non mais ça c'est un fantôme ». C'est pas lui parler. Elle comprend pas. Ok. Non, mais il est super inventif le mec. Le mec il est au KLM, il fait son truc, et il est dans le turfu le gars. Il y a zéro problème. À un moment de sa vie, il se demande comment les gens réagiraient s'il mourait. S'il l'aime bien, enfin tu vois, parce qu'il a peur que les gens soient hypocrites avec lui. C'est pas faux, tout à fait. Et tu vois, parce qu'il n'est pas resté naïf tout le long de sa vie, tu vois. Et tu vois où est-ce que ça va arriver, tu vois le truc se mettre en place. Évidemment, il va faire semblant de mourir, il va mettre en scène sa propre mort, organiser ses funérailles, et quand il se rend compte que sa femme pleure pas vraiment de manière sincère, il sort de sa planque en gueulant, il va l'engueuler et la taper avec sa canne. Parce qu'elle était pas assez triste qu'il soit pas vraiment mort, qu'il soit mort pour de faux. Oui, qui ne rêve pas d'assister à son propre enterrement pour voir c'est ça qui est triste et qui est... Est-ce qu'il y avait d'autres personnes à son enterrement? Alors oui, probablement, il avait dû inviter, mais vraiment, que font aussi les grands hommes? Tu vois, quand pour laisser une trace de leur passage sur Terre, qu'est-ce qu'ils font? Parce que quand on est un homme influent, une personne bien de la haute société, on écrit un livre. Mais il est analphabète. Je te rappelle qu'effectivement, le gars, il sait pas écrire. Donc il écrit une espèce d'essai, de plusieurs dizaines de pages. Et au début, il le distribue gratuitement aux gens autour de lui. Et en fait, c'est tellement n'importe quoi, ça n'a tellement aucun sens, que les gens... Enfin, le truc commence à être populaire, c'est un nanar littéraire, le truc. Et donc, en fait, le truc commence à se vendre, à tel point que le tirage est épuisé. C'est-à-dire qu'il a tout vendu, il a sell out tout son stock de bouquins pourris. Il y a des critiques, évidemment, tu vois, assez acerbes dessus, notamment le fait qu'on ne comprend rien et qu'il n'y a aucune ponctuation sur les 80 pages du bouquin. Et donc, il va faire une deuxième édition. Qu'est-ce qu'il fait pour répondre à ces critiques? Il rajoute une dernière page où il y a 11 lignes de virgules et de points random avec le petite inscription « Le lecteur dispersera cette ponctuation comme bon lui semble dans le livre ». Ça, je l'avais entendu, cette histoire, ok. Mais oui. C'est génial, c'est génial. Le mec a réponse à tout. C'est ça. Ça, l'histoire de sa femme morte, je trouve ça fantastique. C'est surréaliste. Le gars décédera en 1806. Il avait, pour de vrai cette fois. Pour de vrai. Aujourd'hui, on peut toujours... son manoir est toujours debout. Je crois que c'est une maison privée ou c'est devenu un musée, ou en partie en tout cas. On peut toujours le voir, on peut toujours aller à Newbury voir le manoir de Timothy Dexter. Et il reste une des 40 statues en bois
de ce moment-là. 40 stations, le mec il faisait pas les choses à moitié quoi. Il est à fond. C'est ça. Génial. Donc voilà, la fabuleuse histoire de Timothy Dexter. Quand j'ai entendu parler de ce truc-là, je me suis dit c'est incroyable, il faut absolument que je parle de ça parce que c'est tellement bizarroïde et en même temps excellent, tu vois, comme vie quoi. Le mec il a vécu tout à fond, il a fait tout à fond, à 120%, tout le temps. Même s'il n'avait pas toujours les capacités de bien... Ouais. En fait, il a jamais douté de rien. Ce qu'il pouvait faire. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, évidemment, on se demande encore, ça, il y a des gens qui doutent, est-ce qu'il était vraiment si naïf que ça? Est-ce que vraiment, il n'était pas, quelque part, il n'avait pas une intelligence un peu différente, si tu veux, où effectivement, il se rendait bien compte qu'on se foutait de sa gueule, mais qu'en même temps, ça marchait, donc pourquoi pas. Et toi, comment t'es tombé là-dessus? Alors, je suis tombé là-dessus via une vidéo d'un youtubeur américain qui s'appelle Mr. Bollen, que j'aime beaucoup, qui parle de trucs un peu étranges, il fait beaucoup de true crime, de trucs comme ça. Et il est sorti une vidéo en partie là-dessus. Et le visiteur. Le visiteur du futur. Voilà ce qui va se passer. Et je suis tombé là-dessus, et du coup j'ai approfondi le truc parce que je me suis dit c'est pas possible, faut que je connaisse. Déjà j'étais pas sûr que ce soit une vraie histoire. En fait si. Alors après, est-ce qu'il y a des aspects de l'histoire qui ont été romancés ou quoi, qui sont un peu édulcorés au fil du temps? C'est possible, ça, voilà, je garantis rien. Mais je pouvais pas ne pas parler de ça en fait. Parce que c'est fantastique comme... Elle est incroyable cette histoire. C'est bon. Et je connaissais que la partie... que le bouquin... J'avais pas entendu parler de lui et tout, mais je connaissais cette histoire du bouquin qui avait été critiqué, qui manquait de ponctuation. Et le mec avait juste tout foutu sur une page à la fin en mode voilà votre ponctuation, démerdez-vous. C'est génial. C'est génial. Mais non, mais il y a tout est goldé quoi. Le responsable du recensement des cerfs, l'histoire. Est-ce qu'il a fini par retrouver des cerfs? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que... J'espère que oui, tu vois. Tu vois, moi j'ai envie d'imaginer que le mec il est suffisamment à fond pour se dire au bout d'un moment, ok, il n'y a pas de cerfs dans la région, je vais importer des cerfs. Ce que je trouve génial, c'est que tu vois, le gars s'est pas demandé est-ce qu'il y a d'autres responsables du recensement des cerfs ailleurs, parce que ça se trouve il y a des techniques, des machins. Non. Je vais le faire. Je vais le faire. Ouais. Et il a son petit calepin et tout, il faisait des rapports. Aujourd'hui, j'ai pas vu de cerf. Demain, peut-être. Et ouais, ça, tu vois, l'histoire des bassinoires, là, des bouillottes, ça n'arrive à personne, en fait, ces trucs-là. C'est genre un scénario de film où tu te dirais, ouais, c'est ça. Franchement... Et en même temps, tu vois, si tu prends le truc d'un autre côté, t'as plein de situations dans l'histoire et dans les trucs très techniques où on va faire dériver un objet de sa fonction. Oui. Tu vois. Donc il y a forcément quelqu'un à un moment qui s'est dit ah putain ouais cette bouillotte, je peux m'en servir comme cuillère géante. mais il fallait que le mec il ait une bouillotte sous la main pour y penser. Effectivement dans les Antilles ils en avaient pas. Bah oui tu vois. Donc ça et puis l'histoire des gants. Il y a eu aussi c'est presque décevant par rapport à l'histoire des bouillottes. Ouais, alors t'attends une chute en mode et finalement c'était super bien pour couper les trucs parce que sinon il se faisait mal aux doigts, tu vois pas. Il y en a eu un dont je n'ai pas parlé, à un moment ils lui disent les os de baleine, ça va prendre de la valeur à fond. C'est un investissement, c'est la crypto de cette époque-là. Donc lui il achète tous les os de baleine qu'il trouve. Ça n'a aucune valeur. Bah oui, c'est le truc qui reste du... Ça ne sert à rien. Sauf que, juste à ce moment-là, en Europe, il y a eu une mode, les hommes se sont mis à porter des corsets. Et les corsets, c'est fabriqué à partir de quoi? D'os de baleine. Ah ouais, putain. Bah voilà. Et les mecs en face, ils ont tout tenté, hein. Ils ont tout essayé pour le flinguer. C'est trop bien, c'est vrai que t'as envie de voir ça romancé en fait. Enfin, t'as déjà une base qui est hyper... c'est ça. C'est un storytelling déjà de fou. Et tu as envie de le voir encore plus romancé avec des grands méchants,
Mais tu peux... Richelieu dans Albert le 5e Ouais, c'est ça. Les mecs qui préparent leur plan et qui disent je l'aurai cette fois. Ouais, les os de baleine. Les bouillottes géantes aux Caraïbes. Les mecs, ils se renseignent, ils sont 5-6 comme ça, et ils ont tout un réseau d'espions et tout pour trouver le truc le plus merdique qui peut absolument pas marcher. Le mec il revient, il fait ça a marché. Quoi? Il doit faire semblant en fait. Génial, c'est super. Putain, Michel, qu'est-ce que je t'avais dit? Et après, ils sont mais c'est pas possible, il déjoue tous nos plans, mais il est super malin en fait. Mais il a Je vais faire construire des statues géantes. Ma femme est un fantôme. C'est génial, j'adore cette anecdote. C'est dingue. Tu peux le faire comme ça, tu vois, en mode effectivement truc d'aventure seul contre tous, ou tu peux le faire en mode full comédie, tu vois, ou façon Charlie Chaplin, tu sais, où c'est le mec qui fait, il comprend rien, et puis tu peux faire un truc à moitié entre les deux, et tu sais pas en fait, c'est ça qui est beau en fait, c'est que tu sais pas à quel point, où est-ce qu'il se situe entre les deux, tu vois, tu vois, sur quel sur quel méridien de ce spectre-là il est, tu vois, est-ce qu'il était vraiment complètement teubé? Ou est-ce qu'en fait, il cachait quand même bien son jeu, ou un peu des deux, ou tu vois? Il y a une intelligence et une désinvolture dans son comportement, tu vois, entre le coup de ma femme est un fantôme, voici les virgules, voici votre ponctuation, démerdez-vous. Il y a quand même un truc où c'est pas à la portée de n'importe qui d'avoir le culot et l'idée de faire un truc aussi tellement énorme que... Non mais ouais, et je pense qu'il y a beaucoup le gars avait une confiance en lui inébranlable. Ouais, il n'a jamais douté de rien. C'est ça. Je vais devenir riche et je vais y arriver. Il n'y a pas de peut-être comment je vais... Non, de toute façon c'est comme ça et c'est tout. Voilà. Et à partir de là, effectivement, il y a une confiance peut-être, tu vois, dans les gens qui l'entouraient ou les gens qui voulaient, tu vois, à qui il voulait ressembler. Et ça a marché parce qu'il a eu de la chance aussi, tu vois, parce qu'effectivement, le gars, il est quand même verni, mais jusqu'au 3e degré, quoi. Le coup de bol, tu vois. C'est vraiment, le gars, il se penche, il tombe des billets de 50, tu vois, mais vraiment comme ça, quoi. Et je crois on est quelque part, tu vois, à la croisée de ces différents chemins, et ça donne cette histoire totalement improbable et totalement rocambolesque, que je trouve incroyable. Donc voilà, l'histoire de Timothy Dexter. Si vous avez, comme moi, découvert cet individu grâce à cette vidéo, j'espère que l'histoire vous aura plu. Abonne-toi, mets la cloche, le pouce, le commentaire, tout ça, partage. Je t'ai même pas présenté. Bah non, mais c'est Grégory. Allez voir la chaîne de Grégory. Qui n'a rien à voir. Mais bon, comme les gens qui sont sur cette chaîne sont probablement venus de l'autre chaîne, voilà, bref. Bonsoir.